à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous du cycle Réussir avec le CNEAP, un cycle de table ronde qui vous propose de découvrir et de mieux connaître les possibilités offertes par l'enseignement agricole, des sciences du vivant et des territoires. Certains et certaines d'entre vous suivent ce cycle avec assiduité, d'autres le découvrent aujourd'hui et pour tous, notre objectif est le même, vous apporter des réponses aux questions que vous pouvez vous poser, un éclairage nécessaire et utile sur l'enseignement agricole et son offre, afin d'envisager une orientation sereine et réussie. Pour ce nouveau numéro, cap sur le SUP, et plus particulièrement sur les BTS agricoles. Pourquoi ce sujet ? Parce que le mois de janvier, pour les futurs bacheliers, est celui des vœux à émettre sur Parcoursup, des vœux qui engagent leur poursuite d'études et qui, souhaitons-le, pourront trouver un écho favorable. Des vœux qui demandent réflexion et pour lesquels il est nécessaire de bien cerner l'offre de formation. Nous aurons l'occasion d'en parler avec Mathilda et Garance, actuellement étudiantes en BTSA. Quelques chiffres pour commencer. 40% des établissements du réseau proposent des BTSA. Ce sont ainsi près de 5000 étudiants, soit 11% de l'effectif global du réseau CNEAP, qui prépare ce diplôme. Un chiffre qui, à la rentrée 2021, a accusé un léger recul. Un recul constaté au niveau du réseau CNEAP, des établissements relevant du ministère de l'Agriculture en général, mais également au sein des établissements relevant du ministère de l'Éducation nationale. Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce constat, un creux démographique, le développement de l'apprentissage et l'intérêt croissant de la part des jeunes pour cette modalité de formation, l'ouverture des BUT, les bachelors universitaires de technologie, ou encore la diversification de l'offre post-bac. Les raisons peuvent donc être multiples. Nous les évoquerons avec Victor, professionnel issu de l'enseignement agricole, et Sébastien, responsable de l'enseignement supérieur dans l'un des établissements du CNEAP. En effet, les plus-values du diplôme BTSA semblent bien réelles, parce qu'il peut constituer une étape essentielle dans un parcours de formation ou être une finalité en vue d'une insertion professionnelle rapide et choisie. Rappelons à cet effet que 90% des diplômés d'un BTSA sont en emploi 3 ans après l'obtention de ce diplôme. Comme souvent, ce sont ceux qui le vivent ou l'ont expérimenté, ou encore ceux qui accompagnent les étudiants qui sont les mieux placés pour vous en parler en transparence et selon leur expérience vécue. Nos 4 témoins ont donc accepté de jouer le jeu de cette transparence et nous allons les entendre dans quelques instants. Le temps pour moi de céder la parole à Sophie Orange qui va animer les débats. Je vous retrouve tout à l'heure. Sophie, c'est à toi. Merci Maude, bonsoir à tous. Merci de vous joindre à ce webinaire qui vous apportera, j'imagine, et je l'espère en tout cas, plein d'informations utiles pour vous, pour vos enfants, pour vos élèves en fonction de votre situation d'aujourd'hui. Comme d'habitude, vous pourrez poser des questions tout au long de ce webinaire. Vous les mettez dans le profil, dans le chat de la discussion et puis on prendra les questions à la fin. Voilà, tout cela va tenir en 1h15, 1h pour que chacun puisse à la fois s'exprimer, témoigner et puis que vous ayez aussi la parole via les questions que je me ferai un plaisir de relayer aux différents interlocuteurs. Alors, on va d'abord commencer par nos 2 étudiantes, effectivement, Garance et Mathilda. Bonsoir, Garance. Bonsoir. Et je vais dire aussi bonsoir à Mathilda, qui va nous faire un petit coucou également. Bonsoir. Alors, première question déjà à chacune d'entre vous, très simple. Hein. Garance, est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui qu'est-ce que tu fais, dans quel BTSA tu es voilà, très simple, très court. Voilà, aujourd'hui, quelle est ta vie au quotidien? Alors moi déjà je viens de l'Oise et je suis dans un lycée agricole à Corbie dans la Somme et je suis en 2e année de BTS. Excusez-moi? J'ai dit tu peux citer le nom de ton lycée. Ah, le lycée Sainte-Colette de Corbie. Et je suis du coup en 2e année de BTSA et en STA qui veut dire Sciences et technologies de l'alimentation. Très bien, tu vas nous raconter ton parcours jusqu'à aujourd'hui dans un instant. Petite présentation rapide aussi de Mathilda. Donc toi, tu es un petit peu à l'autre bout de la France par rapport à Garance. Oui, donc moi je viens de Monestrol dans l'Haute-Garonne et je suis à l'école supérieure Larac à Lasborde, à côté de Carcassonne. Et je fais un BTS Axe, donc c'est analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole.
Très bien, on te retrouve dans un instant, Mathilda. Peut-être déjà avec Garance. Donc, ce BTSA, est-ce que tu as eu du mal à le trouver? Comment est-ce que tu l'as trouvé? Et peut-être nous expliquer quel parcours tu as eu jusque-là avant d'arriver à ce BTSA. Alors moi, j'étais d'abord, enfin, j'ai fait mon collège dans un lycée privé général. Et ensuite, je suis arrivée au lycée, donc j'ai trouvé la seconde ABI, qui rejoint un peu le STA. Et j'ai fait ma première et ma terminale du coup pour un bac pro BIT, donc bio-industrie de transformation. Et c'était la suite logique de ce bac pro qui m'a conduit au BTS STA. Et donc du coup, je l'ai connu par l'école parce que c'est l'école même qui le faisait déjà. Donc pour toi, c'était une évidence, en fait, le chemin était tracé Oui. à partir du moment où c'était dans le même établissement. Est-ce que tu avais regardé d'autres établissements ou tu étais vraiment centré sur celui-là? Après, j'avais un autre BTS, donc c'est le même BTS, mais juste dans un autre établissement qui, lui, se situe en Dordogne. Et je l'avais mis en vœu parce que j'ai de la famille là-bas, donc ça me paraissait logique. Mais s'il y avait que le BTS STA que je voulais faire. Toi, tu es interne dans l'établissement depuis la seconde, c'est ça? Alors aujourd'hui, est-ce que tu peux nous raconter voilà, en quoi consiste ta formation, la pratique, les cours plus théoriques, voilà, comment est-ce que ça s'articule? Alors moi, en BTS, je suis dans une classe où on est beaucoup, donc on fait que de la théorie, mais on a des semaines où on est sur le terrain, donc on va sur une plateforme technologique qui se situe à Amiens. Donc c'est une plateforme où en gros on a une halle avec des machines industrielles sur lesquelles on fait nos TP, sur lesquelles on fait nos analyses de produits et tout ça. Et après, sinon, entre notre première année de BTS et notre deuxième année de BTS, on a un stage de 3 mois à faire en entreprise où dessus, on est basé sur la production. Ça peut être en ferme, en industrie alimentaire, comme dans des toutes petites structures qui existent, comme les boulangeries et tout ça. Toi, tu avais choisi quoi pour ton stage, du coup? Moi, j'avais choisi une ferme qui faisait de la production laitière près de chez moi. Alors, ce qu'il faut que tu expliques à tous ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, c'est que tu as un projet très tracé, très réfléchi, un projet familial. Voilà, raconte-nous le point qui est au bout de ce beau parcours que tu es en train de vivre. Alors, j'ai mon père qui est en double activité, donc on a une ferme à la maison. Et mon frère et moi, on a pour projet du coup de s'installer dans les années qui suivent. Et moi, du coup, j'aimerais avoir mon élevage laitier et à la suite de ça, construire mon laboratoire de transformation afin de pouvoir valoriser les produits de la ferme, etc. Donc, ton frère et toi, vous êtes dans ce projet-là j'allais dire, de reprendre, ou en tout cas de développer l'activité familiale. Aujourd'hui, vous avez quoi, une dizaine de vaches allaitantes, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, mon père, à la base, il avait que de la culture. Et mon frère et moi, on est sur... actuellement, mon frère est plus sur les vaches allaitantes et moi sur les vaches laitières. Donc là, vu qu'on est tous les deux à l'école et en internat, c'est plus simple d'avoir les vaches allaitantes que les vaches laitières. Mais par la suite, c'est pour se développer sur les vaches laitières et donc du coup produire derrière des produits laitiers grâce au laboratoire. Aujourd'hui, donc, tu es en BTS. Quelle est la suite pour toi? C'est directement t'installer ou tu envisages d'autres formations? Pour l'année prochaine, en tout cas, c'est pas le but de s'installer. Mais si on devait s'installer, on le ferait. Mais je continuerai mes études et notamment sur une licence en alternance qui est production animale. Et après, éventuellement un master? Oui, parce que j'ai la suite de vouloir être enseignante aussi par la suite dans un établissement agricole. Donc pour être aussi en double activité. Et donc il me faut le master pour pouvoir avoir le diplôme d'enseignant. Tu disais faire une licence après le master en alternance, tu as déjà trouvé ton point de chute, voilà, tout cela est bien tracé, bien organisé. Oui. Pourquoi pour toi un BTS agricole, c'était une évidence plutôt qu'un autre BTS ou une autre formation? Quels étaient pour toi les intérêts essentiels de choisir un BTSA? Un BTS agricole, déjà parce que je suis du domaine agricole.
Ah bah alors, le petit suspense de Garance qui va nous rejoindre dans un instant. Voilà, Garance qui n'avait pas envie de rester assise sur une chaise et qui avait envie d'être aussi sur le terrain, de bouger, d'apprendre sur le terrain. C'était un peu ton cas, Mathilda. On va aller faire un petit tour du côté du sud-ouest de temps que Garance se reconnecte. Donc, Mathilda, tu es en BTS à Axe, à côté de Carcassonne. Toi, ta passion, c'est plutôt les chevaux. Hein, tu vas nous expliquer tout ça. Donc, même petite question. Voilà, ce BTS, quel sens il avait pour toi? Pourquoi tu as choisi celui-là plutôt qu'un autre? Déjà parce qu'on a de la gestion et pour gérer une entreprise agricole, ben, c'est primordial. Et après, j'avais recherché sur Equiresources. C'est un peu le Parcoursup de l'équitation. Et tous ceux qui ont monté leur structure équestre ont fait ce BTS. D'accord, donc tu t'es dit, c'est vraiment ça qu'il faut que je fasse. Est-ce que ça a été facile à trouver? Est-ce que, voilà, comment tu as trouvé? Tu as fait des recherches sur Internet? Bon, Equisource, c'est une très belle source d'information. C'était vraiment ça l'essentiel? Tu as rencontré des gens? Tu as participé à des journées portes ouvertes? Raconte-nous un peu comment tu as trouvé cette formation-là. Alors, j'ai regardé sur Parcoursup les différents BTS axes qu'ils proposaient et aussi les alentours pour rester dans le sud de la France. Et après, aussi sur des grands concours, j'ai rencontré des professionnels et du coup, j'ai pu leur poser des questions et ils m'ont guidée sur le parcours qu'ils ont fait. Donc, ce que tu expliques, en fait, c'est que voilà, il faut quand même chercher, il faut se renseigner, il ne faut pas hésiter. Peut-être le message qu'on peut faire passer à ceux qui nous regardent. Voilà, il ne faut pas hésiter à rencontrer, poser des questions. Et toi, qu'est-ce que tu as fait comme formation pour en arriver là? C'est ça que tu es en train d'expliquer. Oui, parce que surtout que moi, je suis pas issue du milieu agricole parce que j'étais en bac général, donc rien à voir avec le domaine agricole. Et au final, ça me plaît tout autant. Pourquoi avoir choisi, justement, tu aurais pu, tu étais en bac général, tu aurais pu voilà, choisir une autre formation, choisir d'aller à la fac pour apprendre la gestion. Enfin, il y avait d'autres façons d'avancer. Alors moi, j'adore les cours, mais être un amphithéâtre avec une centaine de personnes, ben, je préfère, on va dire, être en petit comité et apprendre mieux. Là, on est 11 en classe et si quelqu'un ne suit pas, ben, on s'arrête, on explique et on repart, quoi. Donc c'est mieux. Toi, ce qui te plaisait, c'était le côté pratique. C'est ça, et puis le suivi n'est pas le même qu'on va dire en licence de gestion ou autre chose. C'est-à-dire? Ben, par exemple, il y en a certains en licence, ben, ils suivent pas forcément, ils ont du mal et ben, on s'arrête pas, quoi. C'est on continue, si tu suis, tant mieux et voilà, quoi. Tu parles de tes amis voilà, qui galèrent en fac, en prépa, qui sont moins encadrés, c'est ça que tu suggères? Oui, complètement. Moi, je vois tous ceux qui sont en licence, ils galèrent vraiment. Tu te sens plus accompagné, c'est ça, plus suivi, c'est un suivi plus personnalisé, c'est ça que tu trouves? Oui et en plus de ça, des fois, ben, on a des journées où on part, visiter des exploitations, où on croise des agriculteurs qui nous expliquent pareil, eux, leur parcours et comment ils sont arrivés, à avoir leur propre structure et qui gagnent leur vie. Garance, tu expliquais que dans ton BTS tout à l'heure, voilà, tu avais des cours plutôt théoriques tout au long de l'année et des stages entre les 2 années. Toi, Mathilda, c'est mélangé. La théorie et la pratique sont mélangées, hein, c'est ça que je comprends. Oui et j'ai des stages aussi en plus. Garance, tu disais, voilà, le choix du BTSA, c'était aussi d'être sur le terrain, c'est ça qui t'a attiré? Oui, parce que, comme Mathilda, on a aussi des stages. Et les stages, ça permet aussi de voir l'aspect concret de ce qu'on apprend en cours. Et donc, pour certains, c'est évident, c'est comme moi, où je sais que c'est ça que je veux faire et pas autre chose. Et pour certains, c'est carrément la découverte de ça me plaît pas du tout et il faut que je change de filière assez rapidement pour pas perdre le cours pour pas éviter de perdre une année. Et moi, pour ma classe, on n'est que 16. Et c'est beaucoup mieux aussi comme ça. Enfin, on est en petit comité et ça permet de pas perdre d'élèves en cours de route. Les professeurs sont plus à l'écoute, plus là après nous à nous dire fais attention à ça, apprends plutôt comme ça, alors que dans les facs ou les trucs les écoles un peu du même genre, c'est tu suis c'est bien, tu suis pas, tant pis pour toi et à l'année prochaine ou à jamais un peu. Et donc du coup c'est carrément l'opposé. Tu confirmes, Mathilda, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure. Voilà, il y a plus de bienveillance, plus de partage.
Ah oui, oui, complètement. Et puis même, du coup, c'est aussi plus familier. Donc, c'est moins, on va dire, je me concentre que sur les cours, je fais que ça. Si on a besoin de parler, il y a d'autres personnes. C'est beaucoup mieux. Même le suivi en général, que ce soit scolaire ou, par exemple, les gens de l'internat, c'est beaucoup mieux suivi, c'est mieux. Mathilda, toi, le BTSA, pareil, c'est une étape. C'est avant la suite de ton parcours. Ça ne va pas s'arrêter là. Qu'est-ce que tu envisages pour la suite? Oui, donc après avoir validé mes 2 années de BTS, donc moi j'aimerais faire un BPGEPS, donc c'est un brevet professionnel de la jeunesse dans le sport. Donc c'est dans l'équitation, c'est pour pouvoir être monitrice en fait d'équitation, donc donner des cours. Et après de ça, j'aimerais faire un DEGEPS, donc c'est un diplôme d'État qui est encore au-dessus. Et là, c'est pour devenir entraîneur. Et suite à ça, je travaillerai après dans des centres équestres avant de monter ma propre structure. C'est génial, hein, toutes les deux. Vous savez déjà ce que vous voulez faire. Vous avez un projet très très précis. C'est pas forcément le cas de tout le monde, mais en tout cas, voilà, ça montre que quand on a des envies et un parcours, le BTSA, c'est une marche pour aller de l'avant. Peut-être à l'une et à l'autre, on le disait en introduction avec Maud tout à l'heure, il y a un peu moins d'élèves qui s'inscrivent en BTS, tout confondu, dont les BTSA. Garance, comment tu peux expliquer de ton point de vue, voilà, toi, à ton avis, pourquoi est-ce que les BTSA, là, provisoirement, attire un peu moins? Quel est un peu ton diagnostic? Et puis je demanderai à Mathilda aussi, puis après on demandera son avis à un autre interlocuteur. Bah, parce que déjà, pour commencer, le domaine agricole, il n'est pas vraiment très, très connu. Et faire souvent des études agricoles, c'est un peu mis de côté. Alors que dans le monde agricole, il y a plusieurs filières qui sont complètement différentes. On peut faire quand même beaucoup de choses. C'est pas forcément être dans une ferme. Et aussi parce que je pense que c'est pas assez connu pour tout le monde. Enfin, moi, je sais que dans ma classe, j'ai des élèves, ils sont pas du tout du monde agricole et ils sont tombés dessus par hasard. Et souvent, ils le trouvent via les réseaux sociaux, avec des petites vidéos qui sont faites par les étudiants des établissements. Mais c'est très rare qu'on sache qu'il y a un établissement ici ou ailleurs. Et moi, je pense que Il y c'est a des pas assez portes connu ouvertes par avant. dans ton établissement, il y a des portes ouvertes, j'imagine? Oui, mais cette année, on les fait beaucoup en visio. Ou alors, sinon, il y a certains élèves qui vont au salon de l'étudiant. Mathilda, ton diagnostic, de ton point de vue, voilà, pour ce moindre succès, qu'on espère provisoire, des BTS qui offrent une formation, voilà, diplômante, performante pour la suite de vos carrières? Et du coup, moi, c'est pareil, c'est comme Garance, tout ce qui se dit BTS agricole, ils pensent de suite que c'est pour être agriculteur, travailler avec les vaches, alors que pas du tout. On peut, par exemple, gérer une structure équestre, faire de l'élevage aussi. Donc, c'est vraiment un domaine qui mène, il y a un choix de métier immense. Et voilà, il ne faut pas se fermer que juste BTS agricole, c'est pour devenir agriculteur, quoi. Et ne pas hésiter à aller voilà, sur place, se renseigner, ou en tout cas, ce que vous faites ce soir, vous connecter à des webinaires, des portes ouvertes en visio. C'est vrai que c'est aussi comme ça qu'on peut découvrir des lieux d'avenir. Merci Mathilda Garance, on reviendra vers vous tout à l'heure. Je voudrais aller du côté de la montagne, retrouver Sébastien Tavant. Voilà, alors vous êtes responsable du pôle enseignement supérieur à l'ISETA, l'Institut des sciences de l'environnement et des territoires d'Annecy, membre du réseau CNEAP. Vous êtes également prof de BTS et de licence et moitié-moitié entre l'enseignement et la gestion de toutes les carrières, les parcours post-bac. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. J'imagine que vous avez été heureux, comme nous, d'entendre ces deux jeunes femmes, jeunes filles, voilà, qui ont un beau parcours en perspective. Hein. Tout à fait, on a de la chance, on a des étudiants et des étudiantes passionnés. Alors racontez-nous déjà peut-être en un mot votre établissement, gros lycée agricole. Hein. Là, on est vraiment dans un gros format. Oui, un gros lycée agricole, lycée enseignement général aussi. Moi, je suis en charge de BTS agricole, principalement. On a aussi un BTS éducation nationale, un MCO. Nous avons pour le moment 11 BTS agricoles sur l'ISETA, dans des domaines assez variés. C'est ce que disait une des étudiantes. On passe, on ne va pas dire du coq à l'âne parce qu'on va beaucoup plus loin. Nous, on a des BTS en gestion de l'entreprise agricole, on a des BTS en gestion de la forêt, en gestion protection de la nature, technico-commercial, donc tout le domaine commerce. Là, on en a sur la filière forêt-bois, les animaux d'élevage, les animaux de compagnie, les produits alimentaires, le jardin, les végétaux d'ornement. On a la gestion maîtrise de l'eau, tout ce qui se passe avant et après le robinet. Et on a l'aménagement paysager et puis des domaines un peu bizarres puisque, comme vous le disiez, on enseigne en aquaculture, c'est-à-dire tout ce qui se passe sous l'eau.
Et à Annecy, la mer est un peu loin quand même. Ah oui, mais il n'y a pas que l'eau douce, de toute façon. Et puis, j'ai un métier difficile, on emmène les étudiants à la mer. Vous voyez, on n'a pas de chance. Alors, l'objet, c'est pas de raconter votre parcours qui est pourtant passionnant parce que voilà, vous aussi, vous avez fait plusieurs choses, plusieurs vies. Vous avez travaillé en entreprise, vous avez été prof, vous avez travaillé aux quatre coins de la France, voilà. Et là, vous vous retrouvez en Haute-Savoie dans l'aquaculture. Quel est votre diagnostic aujourd'hui? Pourquoi est-ce que vous pensez que ces BTSA sont moins choisis, même si en l'occurrence, chez vous, ce n'est pas le cas. Mais quel est votre diagnostic? Comment est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre et à valoriser ces formations qui, on l'a compris, sont en plus très employables, une forte employabilité. Je ne sais pas si le mot est très joli, mais en tout cas, on comprend ce que ça veut dire. Mathilda et Garance le présentaient bien. On a tout d'abord un problème de méconnaissance, c'est-à-dire que le domaine agricole, c'est vrai aujourd'hui, quand on parle d'agriculture, la première idée, c'est quelqu'un dans un tracteur ou dans une ferme. Encore qu'il n'y a pas de problème à être sur un tracteur ou dans une ferme à élever des animaux, c'est quelque chose qui est nécessaire aujourd'hui. Les apports alimentaires et autres sont importants, mais ce premier aspect, c'est vrai que a peut-être pas bonne presse chez certaines personnes. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites chez certaines personnes? C'est y compris certains orienteurs, certains profs, certains... On est entre nous, hein, vous pouvez y aller. Oui, en fait, aujourd'hui, l'agricole, on subit beaucoup des grands événements de communication sur voilà, la vache folle, la fièvre afteuse, les maladies aviaires, par exemple. Et ça fait planer, c'est le premier aspect, une espèce de mauvaise image de l'agricole aujourd'hui. On nous reproche finalement, nous on le voit encore plus au niveau aquacole, on nous reproche des erreurs qui sont faites à l'étranger. Par exemple, moi on me dit souvent, vous ne vous rendez pas compte, vous donnez des antibiotiques à des tilapias, et je leur dis, mais en fait en France et en Europe on n'élève pas de tilapia, puis en Europe de toute façon les antibiotiques on n'a pas vraiment le droit de les utiliser. Mais par le biais de certains médias ou autres, on a cette image de l'agricole qui est pas toujours bien traitée. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on a encore l'image que l'enseignement agricole, c'est réservé aux mauvais élèves? Ah oui, bien sûr. Encore aujourd'hui, en 2022? Oui, mais parce que c'est toujours cette histoire de mauvaise presse ou de mauvaise connaissance. Aujourd'hui, quand je vois, moi, le nombre d'étudiants qui poursuivent en école d'ingénieur, je peux vous assurer que les écoles d'ingénieurs agricoles ou autres n'ont pas du tout cette vision, heureusement. Aujourd'hui, vous pensez qu'il y a des élèves passionnés de forêt, par exemple, qui vont à la fac parce qu'ils sont mal orientés, alors qu'il y a plein de BTSA pour eux et qu'ils n'y vont pas oui. Tout à fait, oui, oui. D'autant plus qu'on a un domaine agricole, par exemple, vous citez le domaine de la forêt. L'agriculture est le seul domaine de formation où il y a la forêt qui est présente. On ne le retrouve pas sur d'autres secteurs, entre autres sur certains domaines sur l'université. Il y a au jour d'aujourd'hui pas de possibilité de faire de la forêt avant le master. Nous, aujourd'hui, on offre des formations spécialisantes assez tôt qui permettent alors, en Bac+2, mais avec des poursuites d'études assez importantes, de s'orienter sur le domaine forestier, par exemple, sur le domaine de l'aménagement paysager, etc. Parlez-nous de ce mot pas très joli, mais qui est très positif quand même, l'employabilité des BTSA. Voilà, vous avez des chiffres, vous avez du concret, parce que vous, les élèves, non seulement vous les formez, mais vous les suivez, voilà, vous savez ce qu'ils deviennent. Et donnez-nous quelques chiffres, j'imagine qu'on en a, que vous en avez. L'employabilité, pour faire simple, c'est combien d'étudiants qui ont validé leur examen ont un poste CDI ou CDD au bout de 6 mois. Alors, il y a certains centres de statistiques vont prendre 7 mois, vont monter jusqu'à 30 mois. Mais bon, globalement, l'employabilité, on parle 6 mois. Aujourd'hui, nous, on regarde l'employabilité fin d'études. Parce que vous voyez, par exemple, on dit que les BTSA, attention, je parle des BTS agricoles, que les BTSA sont des formations qui aboutissent très rapidement, c'est-à-dire qu'à Bac+2, on arrête. Dans les faits, on se rend compte sur certaines formations, c'est 80% des étudiants d'une même classe qui continuent sur minimum une licence pro. Sur nos BTSA agricoles, à de rares exceptions près, on est systématiquement au-delà de 93% d'employabilité. C'est-à-dire que fin d'études, on a 93% des étudiants qui sont soit en CDI, soit en CDD. J'imagine qu'ils ont même des propositions de boulot quand ils sont encore à l'école. Nous, on a une formation en technico-commercial, produits filières forêt-bois. L'intégralité des étudiants
ont un poste avant même d'avoir validé leur examen. Et je ne parle même pas de l'apprentissage qui est encore plus déterminant sur ces aspects-là. Quand on a des BTS par apprentissage, l'employabilité est encore supérieure. Donc vous dites, par rapport à l'université, il n'y a pas photo, quoi. Alors, par rapport à l'université au sens global, aujourd'hui, l'université, on va avoir des chiffres d'employabilité qui vont, après un master, de 59 à 81%. Sachant que dans les 81 et au-dessus, on va avoir des domaines, les domaines de la santé, on va avoir les domaines du droit, par exemple. Et puis, on a dans ces chiffres de l'université tout ce qui est DUT, maintenant BUT, et puis toutes les licences pro. Mais dès qu'on touche au BUT et aux licences pro, on touche à des domaines professionnels. À l'opposé, quand on regarde les chiffres de l'université, quand on regarde ce qu'on appelle les sciences dures, par exemple physique, maths, même si on est dans les sciences, on a des employabilités qui sont extrêmement basses. Pardon. Donc, c'est un atout incontestable que vous nous présentez là. Vous aviez fait une allusion tout à l'heure aux écoles d'ingénieurs. Alors, est-ce que vous pouvez développer un petit peu votre propos? J'ai envie de savoir, voilà, est-ce qu'il y a des élèves qui démarrent en BTSA et qui vont en école d'ingénieur? Est-ce qu'il y a même des accords, des passerelles entre les deux? C'est des choses qui ne sont pas forcément connues. Alors, il y a des accords, il y a des passerelles, ça se développe de plus en plus. Le ministère de l'Agriculture a développé pour les écoles d'ingénieurs publiques et privées une 3e année par apprentissage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors quand je parle de 3e année, c'est 3e année sur le système privé, c'est 1re année sur le système public. On a des jeunes qui vont accéder à une école d'ingénieurs par apprentissage, et cette formation-là est réservée au BUT, alors DUT en l'occurrence, mais BUT maintenant, et au BTS. C'est-à-dire que le ministère de l'Agriculture dit on a des jeunes qui sont très bons en BTS et en DUT, on va les faire accéder directement en 1re année des écoles d'ingénieurs publics ou en 3e année des écoles d'ingénieurs privées, celles qui ont ce qu'on appelle anciennement la prépa intégrée, sans perte d'année. C'est-à-dire qu'on a un jeune qui va faire ses 2 premières années de Bac+2, BTSA, et qui derrière va accéder à une école d'ingénieur, sans passer par une prépa, sans passer par des choses particulières. Alors quand on est sur le public, il y a un concours, il peut y avoir une prépa, mais quand on est sur des écoles d'ingénieurs privées, il n'y a pas ça, c'est en fait un concours, mais c'est une sélection, on va dire, plus qu'un concours. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut faire un BTSA, se retrouver en école d'ingénieur, j'allais dire très facilement. Ah ben c'est plus anecdotique du tout. Puisqu'on va être sur certaines écoles d'ingénieurs, on est à plus de 50 étudiants par an. Qui viennent d'un BTSA. Voilà, qui viennent d'un BTSA ou d'un DUT. Est-ce que ça, quand vous l'expliquez aux parents qui viennent à l'ISETA en porte ouverte, est-ce qu'ils le connaissent? Est-ce que vous leur apprenez? Voilà. Quel est le niveau de connaissance là-dessus? Sur Auvergne-Rhône-Alpes, on a même poussé un petit peu plus loin la démarche, dans la mesure où sous couvert du CNEAP Auvergne-Rhône-Alpes, on réalise une formation qui s'appelle BTSA Sup qui permet aux meilleurs étudiants des BTS agricoles du CNEAP de rentrer en école d'ingénieur, principalement à l'ISARA, l'école d'ingénieur de Lyon, mais aussi à la Salle Beauvais. Tout à l'heure, Mathilda et Garance le disaient avec leurs mots, c'est-à-dire qu'il y a un suivi personnalisé, on n'est pas nombreux, on ne décroche pas. Voilà, ça c'est la spécificité aussi de l'enseignement agricole, de mission particulière justement spécifique à l'enseignement agricole. L'enseignement agricole, il est très particulier au sens général, c'est-à-dire qu'on est sur des petits effectifs, qu'on soit dans le public et le privé, on est sur des petits effectifs et on est sur une, je dirais, sans vouloir me fâcher avec mes collègues de l'éducation nationale, on est sur une culture du suivi individualisé qui est pareille. Quand on regarde aujourd'hui sur les lycées du CNEAP, on a des effectifs qui sont globalement, alors je ne vais pas dire restreints, parce que pour moi, avoir une classe entre 15 et 25 étudiants, ce n'est pas restreint. Dans certains domaines professionnels, c'est déjà important. Et c'est un atout. C'est un atout parce que ça veut dire qu'il y a une proximité entre l'enseignant et l'équipe pédagogique et les étudiants. Nous, on fait du suivi individualisé. Alors, ce suivi individualisé, il est permis par des dotations horaires, pour être un peu
un peu vulgaire par l'argent, mais des dotations horaires du ministère qui s'appellent la concertation pour suivre les étudiants, ce qui n'existe pas dans d'autres domaines de formation. Donc là, on a ces concertations et on a ce suivi individualisé qui sont menés par les équipes pédagogiques auprès des jeunes. On a un suivi, par exemple, sur le rapport de stage, on a un suivi sur les stages, une aide assez importante aux étudiants pour trouver des stages, même si dans certains domaines, par exemple, vous n'avez pas de difficulté à trouver des stages, l'aide des équipes enseignantes, elle est importante pour permettre aux jeunes de réaliser leur projet professionnel. Tout à l'heure, je ne sais plus si c'est Garance ou Mathilda qui en parlait, elle disait, ben voilà, aujourd'hui, moi j'ai un projet qui va passer par cette formation, qui va passer par une autre formation. Aujourd'hui, les jeunes, ils construisent leur CV. Dans le cadre du BTS agricole, on a un cours qui s'appelle, alors le M11, je ne sais pas si Mathilda et Garance l'appellent comme ça, ou accompagnement au projet personnel et professionnel. Ce module, en fait, c'est aider les jeunes à construire leur CV et à trouver le boulot de leur rêve. Parce que tout le monde n'a pas la chance, comme Mathilda et Garance, de savoir, voilà, en entrant dans un BTSA, quel métier vraiment ils veulent faire. Il y en a oui, mais il y en a non. On a le droit de changer d'avis. Eh bien, évidemment, vous avez raison. Et parlez-moi du rapport avec le monde de l'entreprise. Voilà, parce que l'image qu'on a quand même, c'est que l'université en est coupée et que l'enseignement agricole est quand même beaucoup plus lié avec le monde professionnel. J'imagine que vous allez le confirmer. Alors, je vais le confirmer. C'est pas là pour dénigrer l'enseignement général de l'université. Mais... Après, sur l'université, il n'est pas complètement coupé, mais il est moins fluide. Moi, je vais juste parler d'une chose. Vous voyez, actuellement, on est en train de rénover la totalité des BTS agricoles. La rénovation des BTS agricoles, elle se fait tous les 5 ans. 7 à 5 ans, voilà, en fonction des calendriers et des grands événements. Donc, tous les 7 à 5 ans, comment est-ce qu'on rénove une formation? Ben, c'est tout simple. On commence par un référentiel de formation. Ce référentiel de formation, ce sont des ingénieurs de formation du ministère de l'Agriculture qui vont aller voir les professionnels, qui vont leur dire, ben voilà, aujourd'hui, le BTS, gestion forestière ou DARC, il est construit comme ça. Qu'est-ce que vous attendez d'un professionnel en termes de compétences? Et les professionnels sont questionnés de manière globale par exemple, des comités interprofessionnels ou de manière plus ponctuelle. Et certains ingénieurs de formation vont directement voir des entreprises en leur disant qu'est-ce que vous attendez en termes de compétences d'un jeune qui a un BTSA agricole, un BTS agricole. Et ça, ce référentiel de formation, c'est la base, et réellement la base de la construction du référentiel de formation et du référentiel d'évaluation. C'est-à-dire que aujourd'hui, un BTS Axe, qui va parler de la gestion de l'entreprise agricole, eh ben, en 15 ans, il a été rénové 2 fois, il va l'être une 3e fois, avec des acquis très importants de toute l'évolution du monde agricole. Et c'est pour ça que les élèves trouvent du boulot en sortant, c'est que la formation qu'on leur propose correspond au métier à la sortie. C'est sans doute l'une des clés essentielles aussi de la réussite. Alors, il y a ça, et puis il y a les stages. C'est une richesse, les stages. Aujourd'hui, il y a une partie, pour faire simple, l'enseignant, il va faire la théorie. Au cours de travaux pratiques ou de TD, on va commencer à voir un petit peu la pratique. Mais une grosse partie de la formation, elle est acquise chez les professionnels. Nous, on ne peut pas se substituer aux professionnels sur certains aspects de la formation. Et les stages sont une richesse. C'est là où, par contre, je dirais, il y a un gros, pour moi, une grosse lacune sur les formations universitaires. Les stages arrivent trop tard. Aujourd'hui, avec la rénovation du DUT, le BUT va avoir de tête entre 16 et 24 semaines de stage. Mais il y en a quasiment, je crois que c'est 12 à 20 qui sont faites sur la dernière année. Oui, ça vient tard. Ça vient très tard. Merci beaucoup, le changement d'avis des jeunes, c'est des fois un peu tard. Sébastien, c'était passionnant. Il y a beaucoup de questions qui vous seront adressées. On les prendra tout à l'heure parce que je voulais qu'on aille voir Victor Dupuis qui nous attend depuis un petit moment déjà, mais j'imagine qu'il écoute avec attention tout ce qui se dit depuis le début. Alors, Victor Dupuis, vous êtes écologue, je vous laisserai expliquer ce mot parce que si je le fais moi, je le ferai mal. Donc vous êtes écologue, vous êtes passé par un BTSA et là vous venez de commencer il y a quelques jours un job au Muséum d'Histoire Naturelle à Paris et avant vous avez été indépendant. Donc déjà en quelques mots, c'est quoi un écologue et puis après vous nous parlez de votre parcours. Alors bonjour à tous et bonjour Sophie. Un écologue, c'est
c'est quelqu'un de compétent et qui s'y connaît sur le fonctionnement des écosystèmes, notamment sur des questions de biodiversité. Je peux dire ça comme ça, je pense. Et donc, en tant qu'écologue indépendant ou dans plein de formations, en gros, je suis responsable des aspects biodiversité que je cherche à protéger, valoriser, intégrer dans différents types de projets, que ce soit l'aménagement ou encore, il y a plein d'autres possibilités, ça peut être culturel aussi. Voilà. Votre parcours est intéressant. Votre passion, c'est les grenouilles. Vous nous en parlerez peut-être au fur et à mesure. Depuis tout petit, tiens, juste qu'on évacue le sujet. Alors oui, moi c'est un truc qui a orienté mon parcours, justement à un moment où après le bac, j'étais en philo et j'ai fait un bac ES, enfin ça va questionner mon parcours, mais ce qui m'a orienté, c'était une passion d'enfance pour les grenouilles que je n'explique pas, qui est peut-être un peu bizarre, mais qui m'a fait choisir une orientation dans laquelle je pourrais travailler là-dessus. Je savais que c'était une valeur sûre, que j'adorais étudier une mare ou quoi que ce soit. Sauf que la marque qu'on voit derrière vous a sans doute inspiré si elle est dans votre fond d'écran. Mais expliquez-moi comment, quand on est passionné de grenouilles, on fait un bac ES et des études de philo. D'abord, pour commencer. Eh ben, parce qu'on est urbain, donc moi j'ai grandi en région parisienne. Ça va plaire à Sébastien ce parcours, vous allez voir. J'ai grandi en région parisienne à Montreuil, j'ai des parents professeurs. Voilà, j'allais voir ma grand-mère à la campagne. Voilà, la campagne, moi j'appelle ça encore comme ça. Et donc, avoir accès, penser qu'il existe des études ou même des gens qui travaillent sur les grenouilles, c'était absolument pas, ça faisait pas partie du tout de mon environnement professionnel ou socio-culturel. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai été trouver cette orientation. Moi, ça va rejoindre ce qui se dit, mais c'est, déjà l'enseignement agricole, j'avais aucune connaissance de ça. Et c'est moi-même qui ai été dans un CIDJ, consulter une documentaliste et aller voir un petit peu. J'ai épluché les catalogues et c'est le BTS Gestion Protection de la Nature qui m'a sauté aux yeux, quoi. Donc, c'est arrivé un petit peu plus tard que Mathilda et Garance, voilà, qui ont choisi cette formation après le bac. Donc là, vous avez suivi un BTSA filière aménagement. C'est ça? BTSA GPN, Gestion Protection de la Nature. Voilà, c'est un des aspects de ce BTSA. Alors, qu'est-ce qui vous a plu dans ce BTSA? Est-ce que c'est comme Mathilda et Garance, l'alternance de terrain, théorie, enfin pratique et théorie, notamment? Alors oui, moi je vais rejoindre totalement ce qu'ont dit Garance, Mathilda, et même avec Sébastien, je découvre un peu l'envers du décor et les rouages, notamment sur le suivi personnalisé ou ces dotations, par exemple, que moi j'ai vraiment vécu. Donc je me suis retrouvé dans une classe on était 25. Donc j'ai fait un début de licence en philo, donc j'ai vu un peu l'ambiance dans les amphithéâtres, hein, ça m'a beaucoup plu, mais je me suis retrouvé dans un cadre, déjà dans un décor formidable, et puis dans un contexte social, presque familial, au bout de 2 ans de BTS. Avec cette classe, on a pu se connaître, se côtoyer, échanger, et s'apporter énormément. Et d'ailleurs, un grand intérêt du BTS GPN, c'est cet effet-là. Cet effet qui fait qu'entre amis, on va se cultiver, on va sortir sur le terrain, on va étudier les choses. Une cohésion, quoi. Cohésion de groupe, ouais, quoi. Il y a une cohésion qui est extrêmement importante, je pense, et une équipe pédagogique qui était, mais moi je l'ai vu ensuite en licence pro, mais la comparaison est flagrante. Enfin, on avait une équipe pédagogique soudée, rodée, qui nous connaissait, et on a eu du coup des relations avec eux très humaines. Moi, je les revois encore. On a fait la fête avec les anciens du GPN cette année. Et on a un des enseignants qui est venu nous faire une petite allocution en pleine soirée. Et en fait, et cette proximité, et d'ailleurs là je travaille au muséum, c'est un des professeurs qui, sur un coin de fenêtre, un beau jour, m'a parlé d'un observatoire agricole de la biodiversité porté par le muséum. Ce qui m'a intéressé, ça m'a orienté. Et si j'en suis là, vraiment, je pense que je peux le dédicacer au professeur Ouri, qui a été pour moi vraiment une inspiration là-dessus. J'ai l'impression que ce BTSA, ça a été charnière quand même dans votre parcours. Alors moi, pour moi, c'est les vertes années. Ça a été un bonheur incroyable. Et voilà, je me suis retrouvé tout parisien que j'étais, avec mon étiquette de parisien sur le crâne, dans le vignoble nantais, là, près du Marais de Goulaine, et j'ai passé 2 ans formidables. Vraiment. Donc BTSA, licence, master, si je comprends bien, hein, voilà. Licence pro, ouais.
Aujourd'hui, alors vous êtes voilà, dans la vie active. Est-ce que vous embaucheriez un ancien élève de BTS agricole qui a peut-être poursuivi sa formation derrière, mais voilà, est-ce que c'est pour vous un tampon de qualité qui vous fait choisir ce candidat-là plutôt qu'un autre? Très clairement. Et je pense que dans mon domaine professionnel, on se reconnaît et on se fait des clins d'œil entre BTS GPN, quoi. Il y a quelque chose et il y a une différence, même que j'ai eu l'occasion de discuter en côtoyant des étudiants de licence, c'est que souvent on a quand même une proximité avec le terrain, une vision du jeu d'acteur, une culture naturaliste. Voilà, évidemment, ça dépend de chaque classe, de promotion, parce que c'est pas, l'enseignement est bien fait, mais il y a aussi cette ambiance qui compte énormément, je pense. Et donc, bien sûr que je pense que c'est un CV qui comporte la mention GPN, je lui mets beaucoup de points. Alors après, je ne sais pas si moi-même, par exemple, j'étais très mature professionnellement en sortie de BTS GPN. Je pense que ça, c'est aussi nos générations et c'est culturel, et puis c'est le monde professionnel aujourd'hui. Mais voilà, au bout de 2 ans, je pense que j'étais beaucoup plus opérationnel que certaines autres formations, mais ça a été très intéressant d'aller en licence pro et j'ai senti la maturation et le recul que ça apporte. Et ensuite, en master, bon là, c'était beaucoup plus théorique, mais voilà, je pense qu'il y a... Je privilégierais aussi la suite d'études. Enfin, ça va compter. Je pense que c'est une très bonne base, mais c'est pas un gage seul pour moi. C'est ce que je comprends, si des parents, des jeunes viennent vous voir, est-ce que tu me conseilles ce BTSA, vous diriez oui, mais essaye d'aller 1 ou 2 ans après, c'est ça que je comprends? Moi, je recommanderais ça. Alors après, la suite avec une licence pro, elle se fait très très bien. Et puis justement, on a l'occasion, une fois qu'on a cette base-là, d'affiner avec le choix des licences pro qui est quand même assez intéressant. Après, bien sûr qu'on peut être opérationnel. Et j'ai des amis qui avaient vraiment déjà les pieds dedans et qui en sortie de BT sont pas continués. Et ils s'en sortent très bien, c'est super. Enfin, je veux dire, ça dépend vraiment du profil. Il n'y a pas de règle. Et les grenouilles, elles sont avec vous aujourd'hui ou vous êtes parti sur d'autres voies? Alors là, en tant qu'indépendant, donc c'est des missions qui se terminent. J'ai travaillé là comme conseiller spécialisé en herpétologie, l'étude des amphibiens et des reptiles, sur un petit crapaud protégé à Nancy, par exemple. Donc ouais, j'ai gagné ma croûte grâce aux grenouilles. Sur les grenouilles. Ouais. Et là, les observateurs naturels, vous pouvez nous dire un petit peu ce que vous faites? Alors là, ce que j'entame, c'est tout récent. Ça fait quelques jours. Là, je fais de l'animation réseau, on va appeler ça comme ça, il y a de l'expertise aussi, et puis plein d'aspects, mais sur un réseau de suivi de la biodiversité en milieu agricole. Voilà, qui fait partie du plan éco-phyto et de pas mal de choses. Moi, je m'occupe de l'animation nationale, donc je prends en main ça petit à petit là, c'est un grand sujet. Merci beaucoup, Victor. Peut-être une réaction, Sébastien, sur le BTSA et après, parce qu'en fait, un BTSA suffit pour s'installer. Par exemple, un agriculteur, il peut s'installer après un BTSA. Voilà, l'arbitrage par rapport aux élèves que vous avez, aux jeunes, vous les poussez pas à poursuivre. Voilà, comment tout ça s'arbitre? On pousse. Après, c'est facile de le dire dans la mesure où eux déjà, ils veulent avancer. Oui. C'est aussi l'intérêt de ce qu'on parlait tout à l'heure, le module accompagnement au projet personnel et professionnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les jeunes, ils ont envie d'aller loin. Hein. Il y en a certains qui ont un projet professionnel. C'est vrai que dans le milieu agricole, c'est souvent la reprise de l'entreprise familiale, par exemple. Et même eux, il leur arrive de continuer. Alors, pas forcément sur des formations diplômantes type licence professionnelle, mais sur des certificats de spécialisation. Quelqu'un qui s'installe par exemple en élevage bovin laitier, il va regarder sur de la transformation laitière, il va faire un certificat de spécialisation en transformation laitière ou autre. On en a aujourd'hui une grosse partie qui regarde après sur la gestion d'entreprise par exemple, ou d'autres types d'entreprises. On a des jeunes qui travaillent qui vont partir sur des licences comme nous on a en licence gestion d'organisation, mais après c'est vrai que la licence professionnelle est une voie un peu royale. Alors, c'est vrai que la licence professionnelle, elle permet derrière l'insertion. C'est uniquement les meilleurs étudiants en licence professionnelle qui vont continuer sur le master. Mais on a aussi pas mal de BTS
C'est amusant, je lisais tout à l'heure les statistiques de l'étudiant qui disait que, sorti d'un BTS agricole, il n'était pas facile de reprendre des études à l'université. Je vais appeler l'étudiant pour leur dire que j'ai un peu les éléments inverses. Nous, on a des étudiants qui reprennent à l'issue du BTS, qui reprennent des formations générales à l'université. Alors générales, un peu comme Victor, dans des domaines, entre autres, sur suivi de population animale ou végétale, ou tous les outils pour connaître ce milieu, qui sont des outils un peu plus complexes, qui sont moins abordés en GPN peut-être. Mais voilà, aujourd'hui, c'est cette carte, ce CV par étape qui est vraiment important. Merci à tous. Peut-être commencer à prendre quelques questions. Et moi, j'en avais d'autres aussi, mais je pense que c'est important de donner la parole à ceux qui sont connectés. Il y a beaucoup de questions. Peut-être à Victor et puis à Garance, le fait de ne pas être du milieu agricole est-il un handicap? Victor? Alors moi, pas du tout. Mais j'avais, je pense, une attitude de Parisien. Enfin, je suis pas snob du tout, hein, mais je pense que ça s'est vu. Et en fait, j'ai eu vite un statut, puis j'arrivais de philo, et puis j'étais un télo parisien. Ouais, j'avais un petit profil original. On en a vite rigolé. De toute façon, c'était très accueillant. Je me suis fait plein d'amis. Il y avait une certaine diversité quand même d'horizons dans la classe, et ça a compté. Et je crois qu'il y a des promotions plus tard où c'était moins le cas. Et voilà. Mais là, je suis tombé sur un BTS où les profs avaient justement, ils cherchaient toujours à inclure de la diversité des profils originaux. Et moi, c'était très, très bien. Mathilda, un handicap de ne pas être du milieu agricole, tu le disais tout à l'heure. Puis je demanderai à Garance après, qui elle est du milieu agricole. Voilà, comment elle voit ça, Mathilda. Du coup, non, pour moi, ça n'a pas été un handicap parce que les cours, c'est nouveau pour tout le monde, donc on suit tous de la même façon. Et non, vraiment, pas du tout. Au pire, pour certaines matières où, par exemple, j'avais plus de facilité comme les maths, j'aide mes camarades et eux, par exemple, leur demande des conseils sur le domaine, par exemple, de l'agronomie ou d'autres matières. Garance, quel regard tu as sur cette question-là, qui revient souvent, voilà, parce qu'on dit l'enseignement agricole est réservé aux enfants d'agriculteurs, on voit que non, mais est-ce que c'est plus difficile? Nous, forcément, enfants d'agriculteurs, on a un comportement où on va toujours essayer d'accueillir les personnes qui sont pas du domaine agricole. Et comme je vais rejoindre du coup ce que Mathilda a dit, nous, on va plus les aider sur les matières professionnelles, parce qu'on sait de quoi on parle et qu'on voit ça chez nous, en plus de l'école. Et eux, forcément, sur tout ce qui est les matières générales, eux, ils vont nous aider plus là-dessus. Et donc, du coup, en fait, c'est un complément entre eux et nous. Et au final, on suit tous la même filière. Et donc, du coup, à la fin, on a tous le même diplôme. On les repère de loin, les profils de Victor? Oui, parce que après, il y a aussi le style vestimentaire qui fait que nous, les agriculteurs, on est beaucoup chemise, jean, bateau, et eux, ils sont beaucoup un style un peu du coup de ville, et du coup, oui, on les reconnaît, puis même à leur façon de parler, on voit qu'ils sont pas du milieu, et donc du coup, ça fait rire. Mais après, ils sont tout autant intégrés que des enfants d'agriculteurs. Sébastien, vous qui voyez des élèves par milliers? Oh, milliers, peut-être pas. Il y a certaines classes où l'origine agricole, elle est minoritaire. Hein. Nous, en gestion forestière, c'est 87% des étudiants qui ne sont pas d'origine agricole. Alors après, sur l'origine agricole, c'est quoi? Est-ce que c'est de parents agriculteurs ou c'est qui viennent d'un établissement agricole? Voilà, qui vivent à la campagne et qui vont au lycée en ville. Enfin, je veux dire, voilà, c'est... Aujourd'hui, quand moi je prends cet exemple du BTS gestion forestière, 87% des étudiants sont peut-être passés par une école d'agriculture, mais ne sont pas du tout d'origine agricole. Ils peuvent vivre à la campagne, à la montagne, mais ils ne sont pas d'origine agricole. Sébastien, si vous pouvez garder la parole pour une autre question, celle de Thierry. Les BTSA sont-ils semestrialisés? Enfin, Mathilda Garance aurait pu répondre, mais pardon, je n'ai pas entendu la réponse. Alors, pas encore. C'est la prochaine rénovation, ils vont être semestrialisés. Donc, on aura la possibilité de ne plus avoir d'examen terminal et on va travailler en semestre avec les crédits européens. Donc, on aura la possibilité de ne faire qu'un semestre du BTS agricole.
En tout cas, vous parlez d'Europe, les BTSA ne sont pas encore reconnus dans le parcours, dans le processus Bologne en revanche. Alors, si, ils le sont. C'est-à-dire qu'à la validation du BTS, vous avez 120 crédits européens. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'en fait, on a fait un système où 3, 5, 8, 3 années, 5 années, 8 années, donc 3 ans, c'est le bachelor qui est en fait la licence en France. Pour avoir une licence, il faut valider 180 crédits européens, c'est-à-dire des équivalents heures de cours avec une validation des examens. Le BTS, à la précédente rénovation, le BTS agricole, on valide de fait à l'obtention du diplôme 120 crédits européens, ce qui nous permet de raccrocher une licence professionnelle, de rajouter en une année 60 crédits européens et d'avoir les 180 qui valident le bachelor licence européen. Victor, vous vouliez rajouter quelque chose sur ce sujet-là? Je vous voyais hocher de la tête. Non, ça a été très bien expliqué. Nous, on s'était posé la question à un moment d'avoir des BTS en 3 ans qui nous permettaient voilà, ça pourrait être intelligent, je pense, enfin moi j'aurais bien fait une 3e année, mais bon, le système me paraît bien marcher. En tout cas, la suite d'études après le BTS pour arriver à un niveau reconnu européen, aucun problème. Ouais, c'est ça. C'est la suite technique. Après la licence, vous voulez dire? Ouais, licence à master, là, c'est un peu... Bon courage, Carence, alors, qui a envie de faire ça. Dans le chat, Jean-Luc, une remarque, un jeune peut s'installer avec un bac pro, oui, qui donne le droit à l'installation, même aider, bien sûr, avec le BTS, et encore plus, c'est mieux. Voilà, je pense que c'est effectivement une remarque qui correspond un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Peut-être pour Mathilda, alors je ne sais pas si tu as la réponse comme ça, existe-t-il une liste des BTSA Axe spécialisés dans le monde du cheval ? Après, bon, moi, niveau BTS, ceux qui sont vers chez moi, il n'y en a pas dans le cheval. Si, ou alors un qui est à Touscairat où on peut monter à côté. Donc, on a des cours. Et par exemple, tant d'heures par semaine, on a aussi, ça fait partie, on va dire, des cours. Il faut monter à cheval. Est-ce que toi, tu sais où trouver cette liste, par exemple, tu disais tout à l'heure, Equi ressources, et c'est pas du tout sur cette liste-là que tu peux le retrouver, ou BTS à Axe spécialisé dans le monde du cheval. Je sais pas. Ou Sébastien, est-ce que vous avez la réponse Même sur Parcoursup, on peut les trouver. Enfin, moi, tout ce qui est j'ai trouvé sur Parcoursup et c'est là que j'ai vu qu'ils faisaient du cheval à côté et on pouvait même passer un BPGEPS en même temps que le BTS. Yes. Sébastien, vous avez peut-être un complément à apporter ou... Oui, aujourd'hui, alors on a des options équestres avec le BTS Axe et avec le BTS Production Animale. J'ai vu passer la question, y a-t-il des salons étudiants qui présentent les BTSA? Qui peut répondre, Sébastien? Alors, ce sont les établissements qui sont présents dans les salons de l'étudiant. Je sais que sur l'ISETA, nous sommes présents sur tous les salons de l'étudiant dans la zone Auvergne-Rhône-Alpes. Après, en principe, oui. Y a-t-il une réelle connaissance des filières BTSA au sein des établissements éducation nationale et des CIO? On en a un petit peu parlé tout à l'heure. Connaissance, j'espère quand même, façon d'en parler, pas toujours le bon ton, je ne sais pas, je réponds à votre place, pardon. Sébastien, Victor, peut-être. Sébastien, t'avant. On y travaille, alors ça se fait soit au niveau du CNEAP, soit au niveau des établissements, mais on y travaille dans la mesure où c'est vrai que il y a énormément de formations de niveau BTS en France, il y a énormément de formations de niveau BTSA, et il y a surtout une difficulté de tout connaître, tous les domaines professionnels pour les CIO, pour les établissements scolaires qui envoient des jeunes. Donc, on fait beaucoup de communication et là-dessus, le CNEAP en fait aussi énormément. Est-ce que l'une des pistes, peut-être, sur les sites des écoles, c'est plutôt de présenter par métier que par parcours? Ça aiderait peut-être aussi, parce que quand on est parent, on a un jeune qui a envie de faire un métier, tel secteur, mais on ne connaît pas forcément l'ensemble des métiers qui correspondent. Je ne sais pas, Victor, est-ce que ça peut être une piste de dire, voilà, je voudrais être écologue, la liste de toutes les formations, je voudrais être... non, je ne sais pas. Si, moi j'y crois beaucoup. C'est beaucoup à partir de domaines et qu'il y a les différentes formes en fait c'est vraiment des manières d'avancer pédagogiquement, que ce soit la licence ou l'école d'ingé ou la prépa ou le BTS. Voilà, mais c'est ça qu'il faut. Je pense que c'est une approche qui serait bien plus intéressante. Pour rebondir, moi j'ai croisé, je pense, une bonne dizaine dans mon domaine,
de personnes qui avaient regretté de ne pas avoir eu connaissance du BTS GPN et qui auraient bien préféré faire ça à la licence ou au DUT qu'ils ont fait. Je croise aussi pas mal de gens qui font ça en formation continue, en tant qu'adulte, à distance, etc., ou en reconversion professionnelle. Donc, je ne sais pas s'ils n'en avaient pas connaissance avant. Et moi, je n'ai pas interrogé mon corpus enseignant à l'époque à Paris sur là-dessus, mais voilà, je pense qu'il y a un intérêt en tout cas à communiquer, à faire mieux connaître l'enseignement agricole. Peut-être pour Sébastien, quel est le pourcentage de bac pro en BTSA? Alors j'imagine que ça dépend sans doute des filières, des matières, des établissements, des régions. Est-ce que vous avez un chiffre global? Oui. Exactement. Alors, je crois que la moyenne nationale est à 35%, sachant que c'est variable d'un BTS à l'autre et d'une région à l'autre, et on pourrait même dire d'un établissement à l'autre. Sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, tous les ans, on renégocie un petit peu tout ça, sachant que dans les faits, il n'y a pas une... On va dire, il n'y a pas une vraie sélection. Il n'y a pas un système de quotas par BTSA, on veut tant de bac pro, tant, etc. Il y a un système de quotas, mais il est défini par rapport au nombre de candidatures de l'année d'avant. D'accord. On ne peut pas dire qu'il y a une limitation. Après, il y a certains BTS qui ne sont pas la poursuite naturelle de bac pro. Par exemple, moi, je connais bien le BTS gestion forestière. Le BTS gestion forestière et le bac pro travaux forestiers, pardon, j'ai mangé le nom. Enfin, le bac professionnel sur le domaine forestier, il n'y a pas une suite logique entre les deux, puisque le premier, on est vraiment sur tout l'aspect récolte du bois, bûcheronnage, etc. Dès qu'on est sur le BTS gestion forestière, on est beaucoup plus sur des outils de gestion de la forêt au sens du milieu. Mais après, sur le BTS aquaculture, par exemple, on est à 50%, c'est un étudiant sur deux. Alors, ce n'est pas la moyenne nationale, je crois que la moyenne nationale est un peu en dessous. Il y a beaucoup de variations d'un BTS à l'autre, mais la moyenne nationale doit être à 35%, je crois. Une question pour notre interne. À l'internat, y a-t-il une différence entre les élèves et les étudiants de BTSA, Garance? Non, au contraire, les professeurs sont justement plus intentionnés, enfin, ils ont plus d'intention envers les internes que les externes. Et ils vont justement être plus à l'écoute par rapport aux devoirs à rendre, aux comptes rendus, à tout ça. Et puis, ils vont aussi souvent organiser les emplois du temps par rapport aux internes. Par exemple, ils vont pas nous, si on a 1 heure de cours le vendredi, le matin, et que, en règle générale, on a 2 ou 3 cours, ils vont s'arranger à nous le replacer dans la semaine. Et comme ça, les internes, eux, peuvent rentrer. Et ils s'arrangent toujours comme ça. Après, moi, je sais que dans mon établissement, à l'heure actuelle, ils organisent la semaine de façon à commencer le lundi à 10 h pour que tous les internes qui viennent de loin puissent arriver tranquillement, pas dans la précipitation, en retard et tout ça. Et le vendredi, systématiquement, on quitte à 15h30 pour certaines classes. Enfin, c'est le plus tard à laquelle on peut quitter. Pas arriver à minuit chez soi, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Une question sur les stages. Alors, est-il difficile de trouver des lieux de stage? Alors, Garance et Mathilda sont des exemples. Voilà, vous avez trouvé vos lieux de stage avant même d'en avoir besoin. Je ne sais pas, est-ce que c'est difficile? Et peut-être poser la question autrement, quels conseils on peut donner pour trouver ces lieux de stage qui parfois sont bloquants pour valider une formation ou pour avancer? Alors moi, pour ma part, j'ai jamais eu vraiment de difficulté à trouver un stage. Parce qu'en fait, après, c'est peut-être ma façon un peu directe qui fait ça, mais j'y vais au culot. Donc, je prends ma lettre de motivation, mon CV et je me pointe. Et s'il me dit oui, c'est bien, il me dit non, tant pis, je vais tout de suite chez un autre. Voisin. Et souvent, les entreprises, ils aiment bien le fait qu'on se déplace, on s'intéresse. Après, bien sûr, il faut s'informer sur l'entreprise. Enfin, on n'arrive pas là-bas chez la personne en disant bon, je viens pour un stage, mais je ne sais pas ce que vous faites. Et après, souvent, ils nous posent des questions. C'est justement l'occasion de nous poser des questions, de voir un peu comment on vient. Si on vient en jogging, forcément, ça ne va pas le faire. Après, ils regardent aussi notre façon d'être, notre façon de parler. Notre une sorte de premier mini-entretien, quoi, quand tu vas voir une entreprise. Oui, voilà, en fait, c'est un entretien, mais sans rendez-vous, voilà. Victor, peut-être, et puis après, je demanderai aussi à Mathilda. Victor, trouver un stage, quel conseil? Est-ce que c'est dur? Alors, moi, j'ai fait 4 stages en BTS GPN
Et ça a été hyper facile. Je me rappelle que en fait, il y avait tout un réseau de maîtres de stage qui prenaient des stagiaires tous les ans. Surtout qu'en BTS, on a une bonne petite main d'œuvre. Il y a toujours des petits travaux à faire à un BTS GPN. C'est des stages de 2 mois qui sont en plus voilà. Donc non, moi c'était très simple. En plus de ça, on faisait des semaines à thème où on allait vraiment sur le terrain rencontrer des tas d'acteurs. Donc nous, on avait l'occasion de rencontrer différents types de professionnels et de savoir vers quoi on voulait aller. Donc non, moi c'était vraiment... Après, en plus de ça, il y avait tout le tissu naturaliste. Enfin, on est beaucoup plus impliqué localement, je trouve, dans ce milieu-là. Et donc on rencontre et ça va vite. Enfin, moi, ça a été hyper simple. Est-ce qu'un réseau d'anciens peut être une bonne ressource pour trouver un stage? Oui, moi je me souviens, enfin, c'est sûr. Je ne sais plus si on l'avait sollicité, mais on avait des anciens qui, enfin déjà il y avait les BTS 2, donc ceux du dessus qui nous donnaient plein de conseils. On était très amis avec eux, et tous les autres qui revenaient faire la fête et qu'on rencontrait aussi régulièrement. Donc ce réseau-là, humainement, il marchait bien. Non, mais je ne me rappelle pas d'une interface officielle ou d'une liste. C'est ça, avec un annuaire ou des choses comme ça. Ouais. Mathilda, peut-être avant de prendre une question de Jean-Luc, Mathilda, sur les stages, quels conseils tu pourrais donner à des jeunes qui sont connectés là, ou des parents qui peuvent s'inquiéter? Du coup, moi, c'est surtout par rapport aux connaissances que j'ai vers chez moi, ou alors sur des sites comme Bienvenue à la ferme, qui mettent des emplois ou alors des stages à faire, et c'est grâce à des sites comme ça que j'ai pu trouver mon stage. Bonne adresse. Jean-Luc, sans doute une question peut-être pour Sébastien. Nos actuels bacheliers sortent de 2 années compliquées. Ils se sont pour certains éloignés des motivations scolaires. Que proposez-vous pour les motiver encore plus à continuer en BTSA? Question intéressante parce que c'est vrai que là, la motivation avec ces cours à distance, des profs absents qui sont malades, etc., c'est pas simple. Sébastien Tavant. On va leur parler de ce qu'ils aiment. Voilà, c'est aujourd'hui, quand on fait le choix de venir dans un BTS agricole, c'est parce que le domaine professionnel est un domaine qui est intéressant. Et concrètement, aujourd'hui, on va leur parler de ce qu'ils aiment, d'autant plus qu'on a la possibilité de mettre un rythme particulier. Ironiquement, pendant la grande période Covid, nous, on a senti sur l'école qu'on avait pas mal d'étudiants qui étaient pas en mal-être, mais qui trouvaient un peu dur, et Victor sera peut-être d'accord avec moi, ils trouvaient un peu dur de ne pas pouvoir faire la fête. Alors, on leur a donné des cours de cuisine. Voilà, ça a marché, hein, je précise. Ils se sont mis à cuisiner entre eux, à s'inviter entre eux, parce qu'ils devaient rester en petits groupes. Ben voilà, on profite un petit peu de cette dynamique qu'il y a sur un lycée agricole. Vous savez, on n'est pas une équipe enseignante, une équipe de jeunes. Il y a une communauté éducative et on essaye de faire vivre ce milieu et profiter un petit peu de ce fourmillement d'idées. La relation entre les enseignants et les étudiants, elle est particulière. Nous, on n'a pas 400 étudiants dans notre classe. C'est plus personnalisé. Donc, je retiens le mot envie, voilà, de dire à ce jeune-là, qu'est-ce que tu as envie de faire, c'est ça, oui, Victor? Oui, et puis l'aspect humain, voilà, vous le dites super bien, Sébastien, mais vraiment, il y a une cohésion, on est en petit groupe, c'est humain, on croise les profs. Et ça, en sort 2 ans, après 2 ans de visioconférence, moi, je choisirais plutôt un BTS pour aller m'immerger dans un réseau social. Et puis, c'est l'effet. Il n'y a pas que les cours, quoi. Non, il n'y a pas que les cours, mais ça compte tellement, même professionnellement, je pense que, et puis même l'intérêt pour les choses, quoi. Voilà, c'est l'effet d'être coincés ensemble dans une promotion, dans une petite classe et avec un corps d'enseignants qui nous connaît, qu'on rencontre, avec qui on échange, qu'on voit, et qui sont enseignants, qui ne sont pas chercheurs aussi à côté. Enfin, il y a plein de choses qui changent. On va prendre une dernière question, puis après, je vous demanderai à chacun en une phrase pourquoi choisir un BTS agricole. Voilà, je vous prépare, vous avez 30 secondes pour réfléchir, et puis après, on conclura avec Maud ce webinaire. Comment choisir entre une formation en apprentissage et une même formation en initiale temps plein? Peut-être Sébastien pourrait nous aider à répondre à cette question.
Alors, j'ai pas bien entendu la question, je m'excuse. Comment choisir entre une formation en apprentissage et une même formation en initiale temps plein? Ça dépend du BTS. Ça dépend du BTS, ça dépend du projet professionnel. De toute façon, c'est le même diplôme. Que ce soit en temps plein ou en apprentissage, c'est le même diplôme. Après, ça va dépendre du projet professionnel de l'élève. Je m'explique. Je vais prendre un domaine que je connais très bien. L'aquaculture, aujourd'hui, l'aquaculture, vous pouvez travailler en coquillage, vous pouvez travailler en poisson d'eau douce, vous pouvez travailler en poisson d'eau de mer, vous pouvez travailler en algues. Si aujourd'hui, vous n'êtes pas fixé sur le domaine professionnel que vous voulez, partir dans l'apprentissage ne sera pas, ça sera pas judicieux dans la mesure où vous ne pouvez pas découvrir tous les milieux. Si par contre, vous êtes convaincu que votre projet professionnel, c'est d'élever de la truite, ben là, je dirais, il faut partir en apprentissage et aller travailler dans une salmoniculture. Voilà. Et puis, ça ne vous empêchera pas de continuer vos études, ça ne vous empêchera pas d'avoir le même diplôme, etc. Aujourd'hui, le choix, c'est le projet professionnel. Alors, c'est vrai que quand on n'est pas sûr quand on n'a pas clairement défini son projet professionnel, le temps plein permet d'avoir ce moment de réflexion. Si on est clairement sur un domaine et qu'on a même l'idée du poste, du métier, ben là, l'apprentissage est une très bonne solution. Une dernière petite question que je n'avais pas vue, pardon, le choix des BTSA est-il dépendant de notre territoire? Non, hein, on peut aller partout. Il n'y a pas de sectorisation. J'ai un étudiant des États-Unis, j'en ai 2 de Nouvelle-Calédonie, 3 de Belgique. Garance a failli partir en Dordogne plutôt que rester dans l'Oise, voilà, donc on peut aller aux 4 coins de la France. Pour moi. Victor, pardon. Moi, en région parisienne, heureusement qu'il n'était pas dépendant de mon territoire. Allez, 30 secondes chacun, avant de laisser la parole à Maud pour conclure. En 30 secondes, pourquoi choisir un BTS agricole? Qui veut commencer? Allez, Mathilda. Alors, du coup, choisir un BTS agricole, déjà, ça ouvre beaucoup de débouchés, enfin, de choix de métiers qui sont très variés et différents. Et aussi, pour moi, le BTS agricole, vraiment, c'est une jolie découverte parce que au niveau du suivi, toujours, et puis même, on a des stages d'intégration, par exemple, comme la planche à voile, donc c'est pas forcément pareil dans toutes les écoles. Mais on va dire qu'on aura plus de chances que si on va, par exemple, dans une fac, dans un amphithéâtre avec 100 élèves. Enfin, le suivi, voilà, c'est vraiment le suivi et puis cet aspect, on va dire, très familial, quoi. Humain, c'est l'humain que je retiens. Voilà. Victor, pourquoi choisir un BTS agricole? Bon, encore une fois, bon, c'est quand même très personnalisé. Je ne voudrais pas faire la promo envers et contre toutes les autres filières. Moi, je dirais en une phrase pour partir du terrain. C'est ça qui avait compté pour moi beaucoup. Et après, tout ce qu'on a dit jusque-là, ça compte énormément. Je trouve que c'était très bien fait et c'est très sincère comme recommandation. On le sent. Garance. Il faudrait faire. Enfin, moi, pour ma part, c'est faire un BTS agricole, c'est surtout ne pas se fermer seulement sur croire que c'est être dans une ferme, parce qu'il y a beaucoup de débouchés. Et que dans tous les cas, si on aime la nature et tout ça, on peut toujours trouver son bonheur dans un BTS agricole. Il y en a tellement que dans tous les cas, on peut toujours trouver ce qu'on aime derrière. Et Sébastien? Je suis vraiment d'accord avec Mathilda, Garance et Victor. Alors, je vais juste rajouter une chose. On a du travail. Du travail après le BTS agricole, après la licence professionnelle, etc. Il y a du travail. On est dans un domaine où la recherche d'emploi n'est pas une problématique. Ce qui est quand même aujourd'hui un point non négligeable. Petite info de Catherine dans le chat, il existe des petits logiciels qui proposent des tests d'orientation pour les jeunes et qui ensuite déclinent les métiers plus formation courte ou longue. Voilà, donc il peut y avoir aussi des aides pour choisir les formations. Merci pour ce souci de 30 secondes chacun. Et on va laisser la conclusion à Maud, voilà, pour terminer ce webinaire. Merci Sophie. En tout cas, à l'écoute de tout ce qu'on a entendu, j'ai quand même envie de dire que cette table ronde, elle a un effet waouh, où on serait presque peut-être tous convaincus de faire un BTS ou de se réorienter ou de recommencer des études. En tout cas, ces témoignages et ces retours d'expérience montrent une nouvelle fois la diversité des parcours possibles dans l'enseignement agricole
Et du coup, je vous propose d'en prendre connaissance de cette offre BTS au sein des établissements du CNEAP. Donc, ces BTSA couvrent 8 filières métiers. On a beaucoup parlé de l'approche métier. Vous avez sur cette slide les 4 premières filières et au total, ce sont 19 BTS agricoles qui sont proposés aux futurs bacheliers. La plupart de ces BTSA se préparent en formation initiale temps plein ou par la voie de l'apprentissage, on l'a entendu. Ils permettent de couvrir l'ensemble de la filière agricole, on l'a vu aussi, de la production à la transformation, à la commercialisation, mais également les filières connexes, notamment celles des services au territoire. Le maillage territorial de l'offre BTS agricole apparaît sur cette carte, donc elle peut paraître massive, mais vous disposerez de cette carte prochainement, elle sera mise en ligne sur le site internet du CNEAP. Et j'en profite pour ajouter, comme on l'a dit, que 90% des établissements du CNEAP ont un internat. Certains proposent une offre spécifique aux étudiants et ça permet de lever le frein de la distance. Donc on le disait bien, on peut aller dans un BTS aux 4 coins de la France. Alors, quelques conseils pour bien cibler le BTS, parce qu'on a tous envie d'y aller désormais. Depuis le site du CNEAP, cneap.fr, via notre moteur de recherche, il vous suffit d'activer de 1 à 3 filtres. Votre situation d'études actuelle, la filière métier qui retient votre attention et la région que vous envisagez. Puis de lancer la recherche, le moteur de recherche agit pour vous et vous obtiendrez les différents parcours possibles qui sont classés par voie de formation, donc soit le temps plein, soit l'apprentissage, voire la formation continue. Et en fonction de la voie de formation que vous souhaitez, eh bien, vous déployez le diplôme et vous cliquez sur la spécialité de votre choix. Et dans ces cas-là, une liste d'établissements correspondant à votre recherche apparaîtra. Elle vous sera proposée et vous pourrez alors découvrir plus précisément l'établissement et le contacter. Alors, il faut savoir que ce même moteur de recherche est déployé sur les sites internet des CNEAP régions. Et dans ce cas, eh bien, tout simplement, le filtre régional est donc automatique. Vous avez un clic en moins, en quelque sorte. Donc là, vous avez l'intégralité des sites qui sont indiqués sur la carte. Donc, les ressources pour trouver la formation, elles sont multiples. Il ne faut surtout pas hésiter à naviguer sur ces supports, mais aussi à contacter les équipes au sein des établissements. Il y a des journées portes ouvertes, il y a surtout en ce moment des journées d'information qui sont organisées dans la plupart d'entre eux. Et comme nous l'avons vu avec nos témoins, il est primordial d'échanger, de s'informer pour pouvoir envisager un choix serein. Alors, il me reste à remercier nos 4 témoins, Mathilde, Garance, Victor et Sébastien, pour le temps qu'ils nous ont accordé, pour toutes les informations qu'ils nous ont données, très précises comme souvent. Merci également aux établissements du réseau CNEAP qui ont répondu à nos sollicitations afin de co-construire cette table ronde. Merci enfin à mon cher collaborateur Damien Blanchard, avec qui je construis chacun de ces rendez-vous en ligne avec grand plaisir, ainsi qu'à Alain Gachignard qui en a assuré la réalisation technique. Et puis évidemment, merci enfin à Sophie pour l'animation toujours très dynamique de cette nouvelle table ronde. Nous vous donnons rendez-vous le 11 mai prochain, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin, pour la suite de ce cycle Réussir avec le CNEAP. Nous irons cette fois à la rencontre de professionnels reconnus afin qu'ils nous fassent part de leur retour d'expérience, l'occasion de poursuivre la réflexion et la mise en valeur de cet enseignement agricole au service des apprenants et de leurs familles. Et puis je vous rappelle que les tables rondes précédentes sont toujours en ligne et disponibles sur la chaîne YouTube du CNEAP. Celle de ce soir sera également ajoutée à la playlist. Merci à toutes et à tous, très belle fin de journée et à très bientôt.